Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Je me trouve avec Émilie Petraroli-Roy. Elle est responsable digitale chez Lush. Bienvenue Émilie. Bonjour Marine, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Lush ? Alors, Lush, c'est une entreprise de cosmétiques anglaise qui a été créée en 95 par 6 cofondateurs et cofondatrices activistes. C'est une entreprise qui est 100% végétarienne, non testée sur les animaux depuis le début. On a des cosmétiques qu'on dit frais et faits à la main. C'est 2 éléments qui sont très importants pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 95, du coup, à l'époque, nos cofondateurs et cofondatrices, ils avaient vraiment l'envie de créer une alternative beauté à ce qui existait sur le marché. À l'époque, la protection de l'environnement, vraiment la protection des animaux, c'était pas vraiment des préoccupations qui étaient très présentes, mais c'était déjà très important pour eux. Du coup, ils avaient vraiment envie de créer quelque chose qui change et qui puisse aussi, si c'était possible, changer le monde. Donc du coup, Lush s'est vraiment positionné et a été reconnu dès le départ comme une marque vraiment militante. Et aujourd'hui, on est présent dans plein de pays et on a 945 boutiques dans le monde, dont 39 en France. Waouh! Effectivement, c'était assez avant-gardiste quand même. Ouais, exactement. C'est vrai que à l'époque, on a l'impression, enfin surtout moi, j'ai l'impression que 95 c'était il y a pas si longtemps, mais en fait un petit peu mine de rien. Et en fait, c'est vrai que c'était pas du tout dans la tête à la fois des consommateurs, des consommatrices, mais même des créateurs, créatrices Mmh. d'entreprises, parce que ça faisait très longtemps que la cosmétique ça fonctionnait. Les animaux, on avait pas encore autant conscience de leur bien-être et de leurs besoins qu'aujourd'hui. On n'entendait pas autant parler des problèmes environnementaux, du réchauffement climatique, ils étaient vraiment avant-gardistes, donc c'est super intéressant. C'est nous qui avons inventé, c'est eux qui ont inventé la cosmétique solide, en commençant par la bombe de bain et le shampoing solide. Et C'est vrai? ouais, et on en est hyper fiers Incroyable! parce qu'aujourd'hui, on le voit, ça se développe énormément et il y a plein de marques qui se lancent aussi dans la cosmétique solide. Et donc, on est hyper content de voir que le plastique s'en va petit à petit des salles de bain, enfin. Ah mais c'est clair, mais je savais pas du tout que ça venait de chez vous ça. Eh Bah, ben écoute, si. j'apprends plein de trucs avec ce podcast, c'est dingue. Et alors toi, Émilie, concrètement, je vais te dire qui es-tu chez Lush, même si j'ai dit que tu étais responsable digitale, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le digital et le e-commerce, et ça fait 4 ans et demi que j'ai rejoint Lush, pour au départ m'occuper principalement de la France, la Belgique et le Luxembourg. Et aujourd'hui, depuis peu, j'ai un scope un peu plus sur l'Europe. Et donc mon objectif, ça va être de travailler la stratégie digitale pour développer notre présence et notre chiffre d'affaires en ligne, et également notre expérience client depuis notre site jusqu'à l'ouverture de nos colis par notre clientèle. OK, mais alors pourquoi vous n'avez pas une direction de l'expérience client, en fait? Enfin, du coup, vous avez décidé de le rattacher au digital, alors que vous Alors, avez des points de vente, physiques, tu vois? exactement, je te disais, on a 39 boutiques en France. En fait, l'expérience client, ça va vraiment être au cœur de tout
chez Lush. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être impliquées là-dedans. Au Mmh. digital, nous, on va avoir une équipe service client dédiée à ce canal-là, qui va pouvoir rentrer en contact avec notre clientèle via le chat, email, téléphone, enfin on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais également en boutique, on va axer énormément la formation de nos équipes sur les besoins en service client. Un de nos objectifs, c'est de délivrer une expérience client 5 étoiles à toutes les personnes qui vont rentrer en contact avec nous, que ce soit en retail ou en digital. OK, ça marche et alors aujourd'hui, vous êtes combien dans ton équipe? Alors, sur l'Europe, pour les responsables digitaux, il y a une dizaine de personnes et ensuite, pour, aller plus en détail sur la partie, service client, on a 3 personnes en France qui vont, être dédiées au service client avec une responsable, service client, digital français et 2 personnes qui vont travailler avec elle. Waouh et je m'attendais à beaucoup plus de personnes. Alors non, en Angleterre, ils sont beaucoup plus, donc comme je te disais, Lush, c'est une marque anglaise. Donc notre plus gros marché, c'est l'Angleterre, qui Mmh. va aussi, délivrer un service client pour, d'autres marchés, dans plusieurs langues, en fonction des besoins et là, ils sont, beaucoup plus nombreux, ils sont une trentaine, il me semble. D'accord, OK et alors combien de tickets vous gérez par jour ou par mois? Je sais pas quel, chiffre tu suis? Alors en fait, ça dépend, on va regarder ça, par semaine pour avoir vraiment un suivi, assez précis. Dans les périodes un peu plus calmes, donc on va dire de février à août, on va avoir en moyenne, 300 tickets par semaine. 25 ça va être des appels téléphoniques, ensuite ça va se décliner entre les différents canaux, que je t'ai cités tout à l'heure et puis ensuite en période haute, donc ça va être de septembre à fin janvier. Nous, la grosse période d'activité, la plus grosse, on va dire, période d'activité, c'est vraiment, autour de Noël, et là, on a en moyenne 500, tickets par Par semaine. semaine. Voilà. OK, ça marche et donc du coup, tu me disais, vous voulez qu'il y ait une expérience client 5 étoiles. C'est la définition que tu donnes aujourd'hui à la relation client chez Lush? Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous et qu'on va répéter, rabâcher tout le temps, quand on va discuter de ce type de sujet. Je pense qu'un autre mot-clé en termes de définition de relation client, ça va être l'écoute. Nous, on a une approche vraiment, axée besoin. Donc nos staffs, que ce soit, l'équipe service client au digital, mais également, les staffs de boutique qui sont tous, et toutes, formés, à l'expérience client, vont s'accrocher et enfin se mettre beaucoup d'énergie à essayer d'avoir une écoute active et vraiment la plus humble possible pour faire ressortir les besoins spécifiques de chaque client. On n'a pas, de messages préconçus, de routines préconçues, de guides. On va avoir des équipes expertes en produits, donc elles vont connaître bien sûr parfaitement nos produits, les interactions, les synergies qu'ils peuvent avoir entre eux, et également justement comment on fait pour identifier et écouter clairement le ou la cliente pour identifier ses besoins et y répondre. Nous, on aime bien dire qu'on a un produit pour chaque besoin. Et donc l'accueil en boutique et via nos canaux digitaux se fait de la même manière. OK, ça marche et alors du coup, vous n'avez pas de guide relationnel? C'est quoi quelles sont les directives qui sont données? Vous avez quand même des scripts, des trames? Comment vous partagez les connaissances Alors, en interne? on appelle ça des training notes pour te donner le petit mot, Training note. technique, ouais, voilà, sans l'accent. En fait, dès qu'on a un lancement produit, on va avoir énormément d'informations qui, vont nous être données de la part des inventeurs et des inventrices de produits. Donc nous, on a vraiment on les appelle comme ça nos inventeurs, inventrices, Waouh! qui, vont, se creuser la tête pour créer une histoire autour d'un produit. On est très dans le storytelling, on est très dans notre univers. Enfin, tu vois, Lush, c'est une marque qui est très colorée, qui a beaucoup de références, beaucoup de blagues. On a un ton de voix Mmh. qui est très léger. C'est assez sympa. Et du coup, c'est dans ce même univers qu'on va créer nos produits.
Et du coup, il y a plein de choses à raconter dessus. Donc on va puiser ces informations de la part de nos inventeurs et de nos inventrices, qu'on va ensuite partager à nos équipes, donc en boutique et au digital, pour qu'elles aient vraiment une connaissance parfaite de l'histoire du produit, de l'histoire qu'elles souhaitent raconter, mais également de comment ce produit est fabriqué, surtout à partir de quels ingrédients, comment ils sont sourcés, d'où Mmh. ils viennent. Nous, il faut savoir qu'on a vraiment un sourcing éthique de nos ingrédients. On applique les principes du commerce équitable tout le temps. Et ensuite, comment ils vont interagir avec le reste de notre gamme. Et c'est comme ça que nos équipes vont être amenées à être capables de répondre complètement à un besoin quand un client ou une cliente vient vers nous. Donc ça veut dire que demain, j'appelle le service client, de Lush et en face de toi, Émilie, tu auras la fiche sur le produit A, et du coup, enfin, ça veut dire que la fiche ils ont toutes les fiches quand je Alors, téléphone pour répondre aux informations? on alors on a tellement de produits que, c'est compliqué d'avoir les Mais fiches non, de mais chaque c'est produit. En fait, exactement, ça c'était une de mes questions d'ailleurs. ça va passer par, tout simplement des entraînements, à des routines. Nos équipes, elles ont accès à nos produits pour pouvoir les tester, les sentir, les toucher, les utiliser. Et ça permet aussi, d'avoir, une mémoire beaucoup plus importante de l'expérience qui ressort de l'utilisation d'un produit, parce qu'on l'a expérimenté soi-même et donc du coup, c'est beaucoup plus efficace. Et ensuite, elles vont partager, je te parle par exemple au digital, les filles vont Mmh. partager entre elles et échanger. D'accord, moi j'ai utilisé ça, j'ai senti un petit peu de bergamote là-dedans. Est-ce que tu l'as senti aussi? Ah oui, c'est vrai. Moi sur mes cheveux, ça fait ça. D'accord. Et en fait, c'est tous ces éléments de test, d'entraînement vraiment très réguliers pour être sûr de réussir à proposer les bons produits, qui vont permettre d'être tout de suite très efficaces. En fait, il y a beaucoup de produits chez Lush. Et moi, quand je suis arrivée, je dois te l'admettre, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais jamais Mais bien réussir à sûr. tous les retenir. Et en fait, ça vient tout seul parce que les noms des produits sont évocateurs, parce qu'il y a tellement d'histoires derrière que c'est facile, en fait, quand tu as l'habitude de te souvenir quel produit fait quoi, quel besoin, et ça fonctionne assez bien. OK, bah, écoutez, top. Et alors quand on vous appelle au service client, c'est principalement pour quelle raison? Alors nous, on a réussi grâce justement à, la formation, très accrue de nos équipes, à transformer le service client en service avant-vente, principalement plutôt qu'un service après-vente. Bien sûr, on va avoir, des contacts pour des problèmes ou des questions de livraison. Ça c'est, quand on parle du digital, c'est très, très C'est souvent le la cas. base, c'est Voilà, la c'est base. ça. Mais, on essaye de créer des rendez-vous, avec, notre communauté, nos clients, pour, leur permettre d'avoir des moments pour demander plus d'informations sur des routines. Quand on va avoir des campagnes où on va mettre un peu plus en avant, le fait qu'on a 95 de notre gamme, végane, peut-être qu'il y a des clients qui vont venir vers nous pour nous dire, voilà, j'avais pas de routine végane avant, voici ce que j'utilise, un de vos produits, est-ce que je peux le remplacer? Ou je veux passer au solide? Et en fait, c'est ça, c'est à travers tous nos canaux, on va pouvoir créer des moments de conversation, dédiés. D'accord, OK. Donc au final, il y a très peu de SAV chez Lush? Il y en a, je vais pas te mentir, il y en a, mais c'est pas la majorité. On a réussi vraiment à travers par exemple, là on a mis en place, donc on travaille avec Happyfox, sur le site pour le chat. On a, Ouais. mis en place, sur certaines pages, un pop-up chat qui s'ouvre, au bout d'un certain temps, qui Mmh. est dédié à la page qui est en train d'être, consultée par, Top. le client ou la cliente. Et par exemple, tu vas être sur, la catégorie, shampoing, le chat va se déclencher tout seul pour, inciter, les personnes à venir nous voir. «Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide, besoin de notre aide pour, créer votre routine cheveux?» par exemple, tu vois? Ouais, et ça, je le précise pour les auditeurs et les auditrices, c'est très spécifique. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des chatbots, mais qui sont généralistes. Là, on parle d'un chatbot qui est conditionné par le parcours client sur le site internet. Du coup, c'est comme si vous aviez un, entre guillemets, un nouveau chatbot qui s'ouvrait en fonction de la page, comme si vous aviez plusieurs chatbots avec du coup plusieurs tunnels de conversation.
Voilà, c'est ça, mais toujours avec quelqu'un, de vivant derrière. On n'est pas du tout dans l'automatisation chez Lush et c'est vraiment des vraies personnes qui vont, répondre à toutes les questions de notre clientèle. Ah, mais alors du coup, le premier message qui est envoyé, c'est un message automatique, on est Le d'accord premier par contre? message est un message automatique, en fonction de, la page qui est en train d'être visitée, mais ensuite si, la personne décide de rentrer en contact, via le chat, avec nous, ce sera toujours quelqu'un, qui va lui répondre. Ce ne sera pas des réponses automatiques et des bots, qu'on peut trouver, sur certains sites. Ce sera pas du tout le cas. Ouais, je sais que ça, c'est une de vos valeurs, en tout cas, profondes. C'est un ancrage chez vous que tu m'en parlais en préparation de l'épisode. Par contre, ça m'amène juste avant à une autre question. En combien de temps est-ce que vous arrivez, du coup, à connecter l'humain au client, après qu'il ait décidé de rentrer en contact avec l'humain via ce chat? Alors nous, on s'engage à répondre en 24 heures, jour ouvré. Sur le chat, ça va être, très, très, très rapide parce qu'on sait que, même nous, hein, quand on va sur un chat, on n'aime pas attendre. Donc on va essayer d'être le plus rapide possible et c'est quelques secondes sur le chat et c'est jusqu'à 24 heures ouvrées, sur tous les autres canaux. OK, quelques secondes sur le chat, ça marche. Et alors du coup, cette volonté de tout internaliser et de rien automatiser, raconte-moi d'où ça vous vient concrètement et comment est-ce que ça se manage au quotidien? Alors, nous, donc Lush, c'est des cosmétiques frais et faits à la main. C'est vraiment, notre définition. D'ailleurs sur, chaque produit, en pot, qu'on va retrouver dans nos boutiques ou sur notre site, on va avoir le petit stickers avec, la photo dessinée, de la personne qui a, fait la recette, pour, L'inventeur ou l'inventrice du c'est coup, même pas c'est ça? l'inventeur ou l'inventrice, c'est vraiment la personne qui a mélangé les ingrédients pour, faire Ah! ce petit pot qu'on a entre les mains. Donc c'est presque la dernière personne, l'une des dernières personnes qui a touché le pot avant qu'il arrive dans le colis. Heu, Mais c'est pour de vrai ou c'est du marketing? ouais, non, c'est vraiment des vrais gens, C'est quand on fou en va, traçabilité, tu vois? ouais, c'est super, chacun a son petit dessin de son visage, avec son prénom, et chacun a son petit rouleau d'étiquette et quand, tu vois, là, j'ai un produit entre les mains, donc c'est le produit Roots, c'est un soin capillaire qui est génial, je vous invite à le tester. Produit fait par Robert. Donc Robert, je ne l'ai jamais rencontré, mais ce produit est fait en Allemagne, donc je sais que Robert travaille, à Düsseldorf, dans notre manufacture, en Allemagne, et que c'est lui qui a fait, mon produit Roots. Donc, pour remise en contexte, vous avez décidé du coup de ne rien automatiser. On a parlé de Robert qui déjà au début de la chaîne de production est un vrai humain qu'on va pouvoir retrouver sur les produits finaux. Et ensuite, tu me parlais du fait que cela était en fait dans votre ADN parce que vous avez cet engagement environnemental, sociétal, humain, etc. Exactement. En fait, les valeurs de Lush sont, présentes tout au long de la chaîne, à chaque fois qu'on va prendre une décision. Donc pour rappel, nos valeurs, c'est, préservation, de l'environnement, protection des animaux et défense des droits humains et on a aussi envie d'avoir un impact positif et ça passe par l'emploi. Donner de l'emploi, aux populations, ça a un impact sociétal et social hyper fort, parce que ça leur apporte de la liberté, et nous, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a, plus de 10 000 pardon, salariés dans le monde, et ça nous permet, de grandir, chaque jour avec chaque personne qui va aussi apporter sa patte, à l'entreprise et ça, on a vraiment envie de renforcer ça. Ce qui est aussi hyper, intéressant et très pratique, j'ai envie de dire, c'est comme on internalise tout, au-delà de, l'impact positif de création de l'emploi, l'impact d'efficacité est énorme parce qu'on se connaît. On se connaît, on sait comment entrer en communication entre nous, on peut beaucoup plus facilement, contrôler aussi, notre expérience client, nos Mhm. besoins, nos valeurs, parce que tout est géré de A à Z en interne et ça, c'est énorme en termes de flexibilité. Ok, très clair. Et donc, vraiment, parce que, OK, vous voulez créer de l'emploi, mais il y a quand même des tâches que tu pourrais automatiser. C'est-à-dire que quand je t'envoie un message pour un suivi de colis, quel est le réel intérêt qu'il y ait un humain derrière qui réponde? Bah, c'est plus sympa quand même de parler avec, quelqu'un qui est vivant et qui est là plutôt qu'un robot. En fait,
c'est vraiment, on se pose la question de qu'est-ce qu'on aimerait nous en tant qu'être humain, au-delà de qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de business. Bien sûr, si on avait, des machines qui faisaient nos produits, tout seuls, si on avait, des bots qui répondaient à notre place, aux questions les plus simples, et de manière automatique, on gagnerait, en rapidité peut-être, en efficacité parce que c'est potentiellement plus simple de gérer un robot qu'un humain, aussi, en termes d'argent parce que ça coûterait moins cher, mais ça nous ressemblerait pas. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose, qui nous intéresse parce que, encore une fois, nos valeurs sont plus importantes que, notre vision, business et le chiffre d'affaires qui va être généré et la marge qui va être dégagée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des gens, pour des gens, travailler avec des salariés, qui sont contents de travailler pour Lush, pour, des valeurs qui leur sont chères, et qui vont travailler à créer des produits, de qualité, avec des ingrédients qui ont été sourcés pareil, avec des petits producteurs de permaculture un peu partout dans le monde, qui sont très engagés, socialement et écologiquement, localement, et tout ça, c'est un peu un cercle vertueux et nous, ça nous ressemble, en fait. OK, ça marche et tu me disais aussi que vous n'aviez pas de directive sur le temps à passer avec un client, que ce soit au téléphone ou à rédiger une réponse, par mail, par exemple? Non, voilà. Nous, en fait, on mesure l'efficacité par le niveau de satisfaction client. Et si un OK. client, il est satisfait en 2 minutes, super. S'il est satisfait en 15 minutes, c'est OK aussi. C'est vraiment sa satisfaction, qui va passer en premier. Et il y a certaines demandes, certains besoins, certaines consultations qui, méritent plus de temps que d'autres et nous, ça nous va très bien. C'est rigolo que tu appelles ça des consultations, je trouve. Ouais, c'est vraiment une consultation, ça fait écho, au mot «besoin» dont je te parlais aussi, tout à l'heure quand tu m'as demandé la définition du service Mmh. client. C'est consultation, on est dans un échange, et nous, c'est vraiment notre credo. C'est un échange, une discussion, entre, notre clientèle et nos staffs, pour, d'humain à humain, essayer de se comprendre et leur proposer, le produit qui va répondre, à 100 aux besoins qu'ils ont réussi à nous, gentiment nous partager. Très clair. Quels indicateurs vous suivez? Parce que tu me parles de satisfaction. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que vous suivez? Tu vois, il y a quoi dans tes reporting concrètement? Alors, en termes de customer care, on va, suivre, l'évaluation des équipes, par des clients mystères, et également donc ça, c'est une entreprise externe avec laquelle on travaille, Mmh. et également, à la fin de chaque, chat, par exemple, la personne qui, a échangé avec nous peut aussi laisser son avis sur la qualité de la consultation. Donc ça va nous aider. Le taux de réponse et la réactivité, c'est aussi des indicateurs essentiels. Donc comme je te disais, 24 heures ouvrées, c'est, notre objectif principal en essayant toujours de tomber en dessous. Et ça, c'est vraiment pour la partie customer care. Ensuite, pour la partie, vraiment stratégie digitale, ça va être les indicateurs, les mêmes que pour, toutes les entreprises. On va travailler avec Google Analytics, donc ça va être notre trafic, d'où il vient, notre taux de conversion, notre taux de rebond, voilà vraiment, l'efficacité de notre site sur mobile, sur desktop, en fonction des différents canaux. On va aussi suivre, de très près l'efficacité de nos newsletters, le taux de clic, le taux d'ouverture, pareil le chiffre d'affaires généré Bien par sûr. chaque message. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a une vision vraiment, 360 sur, tout le parcours, client digital parce que encore une fois, tout est internalisé, donc c'est vraiment une force pour nous. Et ensuite au niveau du retail, on travaille beaucoup avec, Google My Business, et tu pourras aller voir d'ailleurs si tu le souhaites, nos avis, sont très, très proches des 5 étoiles pour, la très, très, très grande majorité de nos boutiques, quasiment l'intégralité, parce qu'on attache encore une fois en boutique comme au digital une importance, très, très, très forte à l'expérience client et les avis ne mentent pas, Google ne ment pas, et ce qui est super, c'est que, notre clientèle, partage, sa super expérience, directement via Google My Business sur Google et ça c'est un indicateur qui est très fort pour nous.
Bien sûr. Et alors, de manière générale, si tu devais avoir une vision 360 sur ta satisfaction client, quels sont les indicateurs que tu mélanges, tu vois? Parce que tu m'as dit, bon, OK, les clients mystères, les fins de chat où tu demandes, au client de noter l'échange qu'il a eu avec toi. Mais vous avez pas, tu vois, comment tu fais pour suivre la satisfaction client en boutique? Est-ce que tu as un NPS? On peut commander sur le e-shop, tu vois? Est-ce que, tu as des, questionnaires à chaud après livraison et cetera? Alors, en ligne, on a des NPS, de temps en temps, pas tout le temps, surtout pendant les périodes de forte affluence parce que c'est là où on a le plus de personnes différentes, donc c'est assez intéressant. Donc ça peut être Noël, ou le début d'année qui est assez fort pour nous ou même autour de la fête des mères, c'est des moments assez intenses. Donc là, on va faire quelques NPS, en ligne, et ensuite pour évaluer, le service client digital et le niveau de service client, des staffs en boutique, on va avoir les mêmes indicateurs qui vont être, tout simplement leur sympathie. Nous, on a envie de faire passer un bon moment aux personnes qui viennent à notre rencontre. La personnalisation du discours, est-ce que vraiment mon besoin a été reconnu, entendu, écouté et on m'a proposé quelque chose en adéquation avec ce que j'ai demandé? Et vraiment l'évaluation également, des compétences, de nos équipes en termes de connaissances produits. OK, très clair. Donc, du coup, tes clients mystères font. Exactement, OK. voilà. Et c'est rigolo tu vois, en plus, j'ai noté NPS, en fait. Alors, du coup, ça m'a fait marrer, le NPS est en joie, tu vois? Et c'est rigolo d'avoir choisi de le déployer sur certains moments de l'année. Pourquoi vous le laissez pas tout le temps? On peut le laisser tout le temps. C'est vrai que c'est pas forcément un élément qui est, encore une fois, c'est très automatisé, c'est très froid Comme indicateur, du comme coup, tu l'aimes pas? indicateur. C'est pas que je l'aime pas, je trouve que c'est très pratique. Mmh. Je vais pas du tout, le critiquer parce qu'il est utilisé par tellement de gens et je l'ai tellement utilisé que vraiment je trouve ça très pratique. Mais encore une fois, comme c'est assez froid, on aime bien aussi avoir d le client mystère, c'est super parce qu'il va vraiment nous expliquer, donc c'est beaucoup plus long à analyser, on va pas se mentir. On a quand même des éléments qui nous permettent d'avoir des scorings, mais on va avoir aussi une partie, très, qualitative, des retours, des clients mystères qui vont nous permettre d'aller dans le détail et de toucher un peu plus près encore l'humain et l'expérience vraiment vécue, dans le détail par la personne en question. Donc c'est aussi pour ça qu'on trouve ça chouette et qu'on veut pas faire que le NPS et pas toute l'année. OK, ça marche. Non, mais c'est intéressant, je trouve, comme réflexion. Et alors, du coup, je me demande quels sont les indicateurs et quels sont les leviers pour obtenir des feedbacks clients, de façon beaucoup plus, chaude, tu vois? Et dense. C'est-à-dire, hormis, les appeler aussi, interagir avec eux. Vous avez des groupements d'ambassadeurs, un peu des groupes VIP peut-être avec lesquels vous échangez? Alors, les boutiques surtout, elles ont des groupes de clients, super fans, c'est comme ça qu'on les appelle, D'accord. avec qui elles sont en contact, de manière un petit peu, plus privilégiée. Elles les connaissent, elles les rencontrent régulièrement. Nous, aussi, au service client, on a des personnes qui viennent nous voir et qu'on connaît, au fur et à mesure. En plus, comme elles ont un compte, c'est facile aussi de pouvoir les reconnaître, quand elles viennent nous parler sur le chat. On a un historique, Mmh. pour ces comptes-là. Du coup, si jamais on a des besoins spécifiques, on veut, lancer un nouveau produit, on veut tester un concept, on veut, aller un peu plus loin, on se remet en question sur quelque chose, c'est un pool de personnes qu'on va pouvoir aller, réengager à des moments clés, si on a des besoins spécifiques justement. OK, très clair. Et alors ces équipes, comment est-ce que tu fais, pour les engager autour de la valeur du client et l'importance d'avoir une bonne relation client? On a parlé des formations, bien évidemment, ils ont un peu de pression de la part des clients mystères potentiellement. Comment ça se passe? Alors en fait, au-delà de l'objectif vraiment, d'offrir, une expérience client, 5 étoiles, c'est un objectif business. Il y a un enjeu de fidélisation très fort, à laisser repartir, une personne satisfaite, plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui,
qui est facile, on va dire, à partager en termes de génération de chiffre d'affaires. Et ensuite, d'un point de vue plus personnel pour chaque membre de l'équipe, que ce soit en boutique ou en digital, c'est hyper motivant et hyper gratifiant pour nos équipes de recevoir un retour sincère et spontané d'un client ou d'une cliente qui est tout simplement super satisfait de l'échange qu'il ou elle a eu avec nos équipes. Et ça, c'est vraiment une récompense que nos staffs s'offrent elles-mêmes à la qualité de la prestation qu'elles ont faite auprès de notre clientèle. Et du coup, ça fonctionne un peu tout seul. Donc ça, c'est vraiment chouette. OK, ça marche. Mais il y a bien des fois où ça se passe pas bien. Ah bah, je vais pas le mentir, hein, ça arrive, hein. On n'est pas parfait, mais justement, comme on a, vraiment pour objectif de, toujours se remettre en question, Mmh. toujours mettre le client en premier. Nous, on part du principe que le client est toujours de bonne foi. On va OK. jamais, prendre la discussion, de manière différente. Donc si un client ou une cliente vient vers nous avec une mauvaise expérience, là, parce que ça peut arriver, Bien enfin, sûr. on est tous des humains, une mésentente, une mauvaise communication, un besoin qui parfois, on a raté, on a mal compris, voilà, ça arrive. Nous, s'il revient vers nous mécontent, notre rôle, c'est qu'il reparte content, pour faire simple. Et pour ça, on part du principe, comme je te disais, qu'il est de bonne foi, et on n'a pas de discours préconçu avec, OK, on a le droit d'offrir uniquement ça, ça c'est notre politique, il faut pas que ça nous coûte trop d'argent, et cetera. C'est non, le client, sa satisfaction, c'est l'objectif principal chez nous. Donc si, il faut aller plus loin que d'autres marques, et c'est ce qu'on fait, soyons honnêtes, et ben on va aller plus loin parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui va, correspondre aux besoins, aux nouveaux besoins d'être entendu, d'avoir réparation, de trouver une solution, de cette personne qui vient, nous contacter. Est-ce que tu as un exemple concret de situation dans lesquelles vous seriez allé plus loin que la norme? Hem, Bah, alors nous déjà, on essaye d'être, à l'écoute. En fait, c'est compliqué de trouver un exemple très précis parce que comme on a, une réponse à chaque personne qui vient nous voir, de manière, enfin on traite tout le monde, avec dans son unicité, on va dire. Toutes les réponses sont différentes, mais nous, quand on a par exemple un produit on a un client, une cliente qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, j'ai reçu mon produit, il est cassé. Ça arrive, voilà, nos livreurs ont parfois pas le temps d'être délicats, comme on le souhaiterait, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Ou alors le produit a pas été bien calé dans notre carton, il arrive cassé. On va lui dire: «Gardez-le, nous le renvoyez pas, il y a aucun problème, gardez-le, profitez-en», parce que parfois une bombe de bain cassée, c'est moins joli, mais on peut quand même en profiter, et nous, on vous en renvoie une gratuitement sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment, moi, de par mon expérience, j'ai déjà eu des services clients, qui m'ont, tu vois, je peux te donner un exemple très concret. J'ai commandé une jolie vitrine, pour ma déco intérieure, donc en verre. Elle est arrivée, donc un peu grosse, elle est arrivée complètement brisée. Le service client m'a demandé de la renvoyer. J'ai galéré à aller à la Mmh. poste, pour expérience client nulle. Jamais je recommanderais avec eux, tu vois? Donc nous, on est pour la simplification au maximum et la satisfaction. Votre produit, il est cassé, pas de souci, on le remplace, on trouve une solution, et vous allez repartir de cet échange, satisfait avec un produit qui vous convient. OK, et alors, au niveau des équipes, parce que je reviens sur ce point, mais forcément dans ton staff, tu as des vendeurs qui, vont avoir, ce job-là peut-être en job étudiant et cetera. Comment tu fais vraiment pour les engager, tu vois? Enfin, tu tout le monde n'est pas, centré client de prime abord quand c'est un job alimentaire. Bah, chez Lush, si. En fait, on va Bon alors, vraiment. en fait, le vaccin qu'on nous a fait, ils ont la même chose chez Lush et quand vous signez votre contrat de travail, il y a une petite picouse pour dire: «Eh ben, maintenant tu es centré client mon pote, bienvenue!» Non, mais en fait, c'est tellement important pour nous et on met tellement d'énergie et de formation, en fait. Ça passe par la formation, en amont.
Donc quand une nouvelle personne arrive, elle va être formée, tu vois, par exemple, nos managers, nos managers de boutique, quand ils rejoignent l'entreprise, ils vont passer un moment avec chaque fonction support pour avoir une information vraiment la plus large possible sur tous les tenants, les aboutissants, tous les services de l'entreprise. Ils vont passer du temps en boutique où ils vont voir comment ça se passe dans une boutique où l'expérience client elle est vraiment au cœur. Et encore une fois, c'est un objectif de fidélisation, l'expérience client. C'est que si jamais on a envie de déjà passer une bonne journée, le faire passer une bonne journée à ses clients, ça passe par là. Quand on sourit, généralement le sourire nous est rendu. C'est aussi C'est simple que vrai. ça. Mmh. Et ensuite, si un client est satisfait, nous, on est satisfait de l'avoir satisfait parce que ça se voit que la personne elle est contente de son échange, elle revient, ça fait vivre la boutique. Et encore une fois, c'est toujours l'histoire du cercle vertueux où si on fait bien notre travail, les clients sont contents, ils reviennent et en fait, on passe une bonne journée et on a envie de revenir le lendemain. Et ça, c'est hyper, hyper facile du coup de faire comprendre ça aux équipes parce que ça fonctionne. Eh ben, écoute, je pense que tu as quelque chose à faire. Tu vas pouvoir aller dans plein d'entreprises et leur dire que c'est simple et que c'est facile. Mais non, mais en fait, je comprends que ça puisse potentiellement Mais tu vois, ils sembler sont trop facile, mais encore une fois, quand on sourit à quelqu'un, la personne, elle sourit en retour. Si on a envie de passer une bonne journée, bon, parfois, on n'a pas le choix sur tous les éléments de notre journée, on va pas se mentir, mais on peut essayer de faire la différence et nous, l'humeur, l'ADN, vraiment l'ambiance, de Lush, c'est on a envie de faire passer un bon moment aux personnes qui viennent à notre rencontre. On a envie que ce soit un moment qui soit dédié à elles, qu'elles se sentent écoutées, ces personnes-là, qu'elles se sentent entendues et qu'elles reviennent parce que nous, on est ravis de voir les gens revenir nous voir et leur proposer autre chose, leur montrer nos nouveautés, leur parler encore plus de nos éthiques, de nos valeurs éthiques, de nos dernières campagnes. Et c'est un échange qui est, encore une fois, autour de l'humain et c'est comme ça qu'on fonctionne. OK, très clair. Et alors, du coup, quel est selon toi ton projet succès? Ou le Euh, projet succès de l'entreprise qui était autour, des clients, des collaborateurs? Je peux te donner l'exemple d'un produit. On est hyper fiers, parce qu'on a réussi à co-construire, co-créer un produit, une bombe de bain, avec, un de nos clients qui s'appelle Toby. Et on a créé avec lui, la bombe de bain Toby's Magic Cow. Donc c'est, une petite bombe de bain, couleur arc-en-ciel en forme de vache. Et en fait, c'est un client fidèle qui fait partie de notre communauté de fans de Lush, qui nous a fait une demande et puis on s'est dit allez, pourquoi pas. Et en fait, on a co-créé la bombe de bain avec lui et ce type de création, de co-création avec nos clients. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le symbole de réussite majeure parce que on peut pas mieux comprendre la demande d'un client quand on crée un produit avec lui et on peut pas répondre plus à ses besoins qu'en faisant ça. Donc du coup, nous, on est hyper contents de ce type d'initiative. C'est hyper agréable à faire. Et Toby était un influenceur ou pas? Pas du tout. Non, 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 Ah pas du ouais? tout. C'était une personne lambda et Ouais, alors du ouais. coup, il y a plein d'autres personnes qui ont acheté son produit et qui avaient enfin, Il est toujours en je dis vente. son Il est toujours en d'accord. vente et ça fait partie d'un de nos best-sellers maintenant. Tu pourras aller sur le site si Mmh. tu veux dans nos bombes de bain, Toby's Magic Cow, une petite vache, blanche et arc-en-ciel, qui se diffuse dans le bain pour une expérience, incroyable. D'accord et alors du coup, ça veut dire que moi aussi je peux candidater pour qu'on fasse mon produit? Alors en fait, c'est un peu nous on aime bien, fonctionner à l'instant, au feeling. Là, c'était vraiment quelque chose qui était pas calculé et ça s'est fait comme ça. Un autre exemple, qui date un petit peu plus, on a, il y a quelques années, Ariana Grande a sorti un clip, God is a Woman, où elle est dans un bain magnifique, aux Mmh. couleurs, violettes et une personne, sur les réseaux sociaux nous a dit: «Oh mais Lush, il faut absolument que vous créiez une bombe de bain, qui soit inspiré de cet univers-là, c'est magnifique. Et du coup, on l'a fait. On a créé la bombe de bain Goddess, qui est violette, avec un petit peu pailleté, irisé. Elle est vraiment superbe. Et un autre exemple que je peux te donner, on a une box 100% vegan à abonnement mensuel Ah, je et savais pas.
qui s'appelle la Kitchen Box. Et c'est super parce que tu as une partie des produits qui sont décidés par Lush et une partie des produits qui sont soumis au vote des abonnés. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas choisir avec les autres abonnés à la box le contenu, une partie du contenu de la box que tu vas recevoir le mois prochain. Donc là, on est OK, trop vraiment cool. très très loin dans l'écoute des besoins de notre clientèle et c'est génial en fait d'avoir des retours aussi en live, tu vois. Ouais, donc il y a quand même je dirais même pas que c'est une stratégie de co-création, mais en tout cas, c'est une ouverture sur la co-création. En C'est-à-dire que, comme, le partenariat avec, Toby, bah, c'est pas quelque chose que potentiellement va se répéter plusieurs fois, mais vous l'avez fait parce que vous avez saisi l'opportunité, vous avez trouvé ça cool. Exactement et c'est un peu notre manière de fonctionner de manière générale chez Lush, en termes de culture d'entreprise. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est assez horizontale. On n'a pas trop de Mmh. management, d'organisation très lourde, donc c'est assez agréable de travailler, chez Lush. Et ça permet en interne, si on a une idée, qui a un rapport avec, je sais pas, le digital, le service client et qu'en fait on travaille, dans l'équipe paye, bah, il y a aucun problème pour soumettre son idée et peut-être qu'elle verra le jour parce qu'on a les canaux de communication qui existent pour donner la parole à tous les membres des équipes. Et du coup, on fait la même chose avec nos clients. D'accord et alors c'est quoi ces canaux de communication? Bah, en fait, on n'a pas réinventé la roue, on a le chat, on a des mails, on a, aussi, bah, comme tout est internalisé, on se connaît, en fait. Donc du Mmh. coup, c'est beaucoup plus simple de rentrer en contact avec les bonnes personnes et de finir par trouver l'interlocuteur, idéal et on incite, beaucoup nos staffs de boutique à, justement, faire remonter des idées qu'ils auraient, pour le business de manière un peu plus générale, par exemple, heu, pour, heu pour qu'on puisse le déployer, dans plusieurs endroits et ça c'est génial parce que ça nous permet de toujours être, dans un processus d'innovation et d'invention, perpétuelle, tu vois? OK, très cool et à l'inverse, quel serait selon toi le projet qui s'est avéré être, un échec ou en tout cas qui est en cours d'amélioration parce que, pas foufou pour le moment, quoi? Bah, j'avoue que cette question elle est un peu plus difficile à répondre, parce que comme on n'a pas d'idées préconçues et de chemin de pensée pour répondre, à nos clients, on a une politique, irréprochable. Notre but ultime, c'est de faire repartir le client ou la cliente satisfaite, même si le contact premier était une insatisfaction. Donc en fait, ça fait pas vraiment partie de notre vocabulaire, l'échec quand on parle de relations clients chez Lush. On va tellement tout faire pour que ça aille dans le bon sens que, généralement ça se passe plutôt bien. OK, ça marche. Donc il y a jamais de truc que vous avez testé, de déployé, tu vois? Genre un outil, j'en sais rien, tu pourrais me parler de FAQ, des choses comme ça qui, au final, où vous avez eu des remontées clients qui vous ont dit: «Ouais, je comprends pas, ça me laisse pas connecter, blablabla, je trouve pas les réponses à mes questions». Rien, tout est nickel. Non, bien sûr, il y a des enfin, tu vois, il y a des ça existe, hein, des liens qui sont brisés, des pages qui sont pas claires, mais du coup, comme on est tellement dans l'amélioration continue et qu'il y a pas beaucoup de strates managériales, c'est facile de s'adapter et de modifier les choses, tu vois? On va avoir souvent, les équipes service client, par exemple au digital, qui, vont venir nous voir en nous disant, ils vont venir me voir en me disant: «Écoute Émilie, là j'ai échangé avec un client sur le chat, cette personne, elle m'a dit que c'était pas très clair l'utilisation de ce produit-là ou la période de validité d'un produit, parce qu'on a certains masques, par exemple, qui sont Mmh. ultra frais et qui s'utilisent dans un délai très court. Est-ce qu'on peut changer la page produit pour que ce soit plus clair pour les prochains clients et ok, pas de souci, je le fais tout de suite. Tu vois? Donc en fait, on est tellement dans un échange permanent et perpétuel avec toutes les personnes de l'entreprise que il y a peu de friction, ou en tout cas quand il y en a ce type de friction, Ça reste pas longtemps. ça reste pas longtemps parce on s'adapte très vite. OK, ça marche. Vous avez essayé de mettre en place un programme de feed? Ou je sais pas s'il y en a un? Non, parce que alors pareil, le programme de fidélisation, on n'est pas super à l'aise avec ça. Ça veut pas dire qu'on le lancera pas un jour, mais ça veut dire le principe du programme de fidélisation, c'est un peu
d'offrir, des réductions ou alors des produits supplémentaires et inciter à l'achat, voilà. Donc d'un point de vue business, c'est super. D'un point de vue environnement, un peu moins. Nous, on aime bien proposer un produit pour chaque besoin, mais pas plus, pas moins. On ne veut pas proposer plus de produits parce que ça va nous permettre de générer plus de chiffre d'affaires. Si la personne n'en a pas besoin, ça va juste potentiellement créer des produits pour rien, qui vont pas être utilisés. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire. Donc, pour le moment, le projet fidélisation, c'est pas tout à fait dans nos tuyaux. D'accord, OK, hyper intéressant. Écoute, vos sujets futurs, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu peux me partager? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Je pense que, un des premiers projets qu'on essaye vraiment de développer, en ce moment, c'est d'aller, un peu plus loin encore dans la personnalisation. Au niveau du retail, on réaménage, en ce moment, nos boutiques, existantes pour améliorer le parcours client. Donc ça permet d'être, encore plus, précis pour, répondre à leurs besoins. Et au niveau digital, on optimise aussi nos outils. Donc on améliore, au quotidien, notre site internet et on va aller vers plus de personnalisation encore, via notre, newsletter pour vraiment encore plus répondre, parfaitement aux besoins de notre communauté. Ça c'est vraiment le côté personnalisation qui est assez important. Hem Et ensuite, voilà, encore une fois, on va continuer, à faire un travail acharné pour, fidéliser notre clientèle, via, l'expérience, client, 5 étoiles, qu'on s'efforce de délivrer, à chaque fois qu'on rentre en contact avec notre communauté. Et en fait, on n'est vraiment pas une marque de cosmétiques, comme les nôtres. On veut continuer à marquer notre différence, par l'expérience client, par nos engagements éthiques et voilà, notre projet secret, c'est un peu de révolutionner le monde de la cosmétique. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Ça marche. Alors, on va finir cette première partie de l'épisode avec, les 3 questions, de clôture. Émilie, est-ce que tu peux me dire quelle est ta meilleure expérience client, s'il te plaît? Ouais, alors j'ai pas mal réfléchi, je savais pas trop, quoi te dire et je sais pas si c'est ma meilleure de toutes, mais il y a, quelques mois, j'ai commencé un abonnement au panier de légumes, hors normes, que je conseille d'ailleurs à tout le monde. C'est des, paniers de légumes bio, locaux, de saison, et qui sont hors normes, donc soit trop petits, soit trop gros, mais qui sont totalement succulents. Et en fait, c'est hyper chouette parce que je pense que j'ai rejoint, peut-être, un petit peu au début, cette entreprise, et je les ai vus évoluer et en termes de flexibilité de service client, on peut annuler la prochaine livraison quand on veut, on a le prochain panier, on sait, quels sont les légumes qu'on va recevoir, pourquoi on les reçoit, ils sont un petit peu trop gros, un petit peu trop petits, un petit peu difformes, quel producteur était derrière. On a des idées recettes aussi, parce que parfois on reçoit, des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de cuisiner et on se dit: «Mince, est-ce que je garde mon panier?» Bah oui, en fait, j'ai une super recette, donc je vais le faire et je trouve que c'est génial au-delà de l'éthique, bien sûr, de la plateforme que je trouve super. Je trouve que l'expérience client, ils l'ont poussé de plus en plus là ces derniers temps pour que ce soit vraiment hyper agréable et assez flexible. Donc ça, je recommande les paniers de légumes hors normes. Ah, je connaissais pas du tout. C'est Écoute, hyper chouette. très bien. Et alors, à l'inverse, quelle est ta pire expérience client? Alors, je vais pas citer le nom de la de la marque. C'était il y a pas très longtemps, c'était une livraison pareil de produits alimentaires, et il s'est avéré que ma livraison, alors que j'avais l'habitude de commander avec eux, était catastrophique. Ça arrive, hein, les produits étaient de mauvaise qualité, c'était pas ce que j'avais demandé, enfin l'enfer. Et du coup, je les contacte sur le chat, puis je vois qu'ils répondent pas très rapidement, donc je leur demande est-ce qu'il y a parfois on se demande: «Est-ce que la personne est encore là? Est-ce que» et là, la personne responsable qui était sur le chat, me dit: «Désolée, je suis en réunion, j'ai pas trop le temps de répondre». En fait, c'est pas possible. Il faut un minimum de filtre. On peut comprendre que dans certaines petites boîtes, ce soit très tendu. Ça, on peut complètement l'entendre et qu'il y ait pas le temps, voilà, mais on peut pas dire: «Je suis en réunion, j'ai pas le temps de m'occuper du client qui est en train de me parler», quoi. Donc ça, j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Donc je vais taire le nom de cette entreprise. D'accord, OK. Bon, eh ben, écoute, ouais, 1 fois, je j'ai jamais entendu Ouais, ça. c'est original. J'en ai parlé en interne, je leur ai dit: «Mais vous vous rendez compte?» Ça marche. Et alors, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast?
Alors pareil, j'ai réfléchi, les moments où il va y avoir de la friction, et là où on a aussi, pas mal de retours, même si c'est pas la majorité, ça va être, au moment de la livraison. Et du coup, moi, ça m'intéresserait pas mal d'avoir des retours de, comment les transporteurs, parce qu'il y a pas mal de nouveaux acteurs sur le marché en plus, comment les transporteurs gèrent la relation client, comment ils font pour s'améliorer, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de toujours plus de flexibilité, pouvoir choisir, son horaire, mais voilà, ça implique quand même en termes d'organisation et de coûts, des impacts assez conséquents. Et j'aimerais bien savoir, comme c'est un peu le dernier maillon de la chaîne du digital, comment s'en sortent les transporteurs et comment ils gèrent leur expérience client, de leur côté. Ça marche. Eh beh, écoute, avec grand plaisir. Je sais que, tu as déjà l'épisode, de Nathalie Namias, DPD France, si tu Ah veux. super, je ne l'ai pas écouté, je vais le faire. Hem, tu as La Belle Vie avec Paul Lay, du coup, où, lui, sa flotte, de coursiers, elle est totalement internalisée. Ouais. Et je crois que c'est tout. Et tu as Carole, Juge-Lewelling aussi de June qui parle, elle, de comment elle a réparti tout le flux, enfin elle et son équipe évidemment, elle a réparti tout le flux de June, je crois sur, une quinzaine de transporteurs différents, justement pour avoir la meilleure qualité de service auprès de ses clients. Mmh. OK, Et super. voilà la petite, playlist, Très bien. post-épisode et Mmh. post-enregistrement d'épisode Le Client. Merci beaucoup. Bon et merci à toi Émilie et puis, à très vite. À très vite, bonne journée. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.